Bonjour à toutes et à tous. Du 15 mars au 15 avril, la Séance Club rend hommage à l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, Stanley Kubrick. Chaque semaine, dans le cadre de cette rétrospective, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir un film de la deuxième moitié de la carrière de ce réalisateur qui a aimé réinventer les genres. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Full Metal Jacket, un film sorti en 1987. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler du genre du film de guerre dans la filmographie de Stanley Kubrick et de comment il a essayé de réinventer ce genre classique. Le film de guerre a été l'un des rares genres récurrents de la filmographie de Stanley Kubrick. Apparu dès les débuts du cinéma, ce genre a connu un pic de popularité dans les années 40 quand il devint prisé par les studios hollywoodiens, apprécié pour son côté spectaculaire, comme par exemple dans Batman, réalisé en 1943 par Ty Garnett pour la MGM. Dès son premier long métrage, Fear and Desire, en 1953, Stanley Kubrick mettait en scène une guerre imaginaire entre deux pays fictifs. Puis, dans Les Sentiers de la Gloire, en 1957, c'est à la Première Guerre mondiale qu'il s'intéressa, avant de tourner en dérision la guerre froide dans Docteur Folamour en 1964, sans parler de la guerre de 7 ans, dont il est brièvement fait état dans Barry Lyndon en 1975. Après la sortie de Shining en 1980, Stanley Kubrick décida d'adapter Le Merdier, un roman semi-autobiographique de Gustav Hasford, auteur vétéran de la guerre du Vietnam, qui venait de s'achever 5 ans plus tôt. Présenté par le magazine de référence Newsweek comme le meilleur livre de fiction sur la guerre du Vietnam, Stanley Kubrick fut particulièrement intéressé par l'originalité de son point de vue. Comme le réalisateur le disait lui-même lors d'un entretien avec le critique de cinéma Michel Simon en 1987, je le cite, « Les livres qui paraissent faciles à adapter proposent généralement un matériau familier qui a déjà été traité. » À la lecture de ce livre, le cinéaste trouva donc l'opportunité de réaliser un film de guerre original, à sa manière, naturaliste, anti-spectaculaire, au cœur de l'expérience guerrière. Stanley Kubrick pensait alors pouvoir proposer un film différent sur le conflit, comparé à Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, sorti en 1978, ou à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, sorti en 1979. Même s'il ne l'a jamais confirmé, le réalisateur aurait pu être influencé, dans sa recherche d'une représentation différente de la guerre, par le film français RAS, réalisé en 1973 par le récemment disparu Yves Boisset, qui mettait en scène la guerre d'Algérie et qui s'intéressait plus à la psychologie des soldats qu'à des scènes de combat spectaculaires. A l'inverse des Sentiers de la Gloire, résolument antimilitaristes, ce que voulait Stanley Kubrick à la vue de Full Metal Jacket, c'était que le public ne puisse pas déterminer si le film avait une position morale ou politique. Pour se défaire de ces aspects, le réalisateur ne traita par exemple pas de l'après, du fait que les soldats qui rentraient du Vietnam n'étaient pas traités en héros, mais au contraire considérés comme des parias. Et malgré les intentions de Stanley Kubrick, on retrouve au cœur de son film la question de la violence systémique, déjà abordée dans Orange Mécanique, ici questionnée à propos de l'armée, qui tendrait à proposer une lecture du film bien antimilitariste. Pour l'aider à adapter le livre en scénario, Stanley Kubrick se rapprocha d'un autre auteur, Michael Eur, qui avait écrit Dispatches, un autre livre racontant l'expérience d'un reporter de guerre sur le terrain du Vietnam pendant le conflit. Remarqué lors de sa sortie en 1977, le livre valut d'ailleurs à Michael Eur d'être contacté par Francis Ford Coppola pour écrire la voix off d'Apocalypse Now. Installé en Angleterre depuis le début des années 70, et plus précisément au manoir de Childwick Bury depuis 1978, Stanley Kubrick y travailla son projet de film pendant 5 ans. Puis vint le temps du tournage, entre l'été 1985 et l'été 1986, exclusivement en Angleterre aussi. Le cinéaste, qui avait l'habitude de tourner en décor naturel, dut faire preuve d'inventivité pour ne pas quitter son île d'adoption, tout en faisant croire que son film se déroulait en partie aux États-Unis, puis au Vietnam. La première partie du film, celle de l'entraînement des soldats, a ainsi été tournée dans une base militaire à 80 km au nord de Londres, quand la deuxième partie, celle qui met en scène la guerre, fut filmée dans une usine désaffectée, située seulement à une dizaine de kilomètres du centre de la capitale britannique. Le défi était donc de taille, donner l'illusion que l'action de Full Metal Jacket se passait en Asie du Sud-Est, tout en tournant dans une friche industrielle de la banlieue de Londres. Pour y arriver, Stanley Kubrick utilisa des ingrédients bien précis. Il demanda d'abord à ce que des bâtiments désaffectés soient en partie détruits pour donner un aspect bombardé, une sensation complétée dans le film par l'action de machines à fumer. Il fit ensuite installer par l'équipe de décoration des panneaux de signalétique, des fausses enseignes, des fausses publicités, ainsi que des palmiers. 200 qui étaient bien réels, importés d'Espagne, et près de 100 000 autres en plastique pour meubler l'arrière-plan.
Il fallut aussi bien sûr quelques véhicules militaires, des hélicoptères loués localement et des chars prêtés par un collectionneur belge. Et enfin, un dernier ingrédient pour parfaire la reconstitution, naturelle celui-ci, la lumière rose-orangée capturée pendant l'heure dorée, cette période très courte juste avant que le soleil ne se couche. Vous en savez désormais un peu plus sur la production de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.